Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate, le podcast NFL de The Free Agent. On va parler aujourd'hui de tout ce qui s'est passé dans cette quatrième semaine de compétition NFL, une semaine encore pleine d'enseignements, de rebondissements, de matchs renversants. Et pour parler avec moi de cette nouvelle semaine, un habitué du podcast, c'est Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à tous les agents libres en quête de contrat. On a encore vécu une belle semaine de NFL, Ma foi, une nouvelle belle semaine. oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'on regarde la NFL, c'est pour tout ça, hein, tous ces rebondissements et voilà, c'était vraiment top encore une fois. La saison est courte mais intense. C'est déjà ça de prix. On dit toujours, ah, il n'y a que 18 semaines. Mais bon, il y a les playoffs après, vous en faites pas, on sera là encore pour un petit moment. Oui, mais la saison est courte pour nous, mais à mon avis pour les joueurs, elle doit être très très longue parce que Je pense. ouais. Je pense. On commence à tout seigneur, tout honneur, par l'équipe invaincue, la seule, la dernière, le dernier des Mohicans, et là pour le coup le dernier des Aigles. Ce sont les Eagles de Philadelphie. Des Eagles qui ont joué un petit peu à se faire peur dimanche, qui ont raté leur entame de match. Ils étaient menés 14-0 par des Jaguars décidément bien surprenants en ce début de saison. Et finalement, Jalen Hurts a remis les compteurs en place. Et petit à petit, même assez rapidement dans le match, les Eagles sont revenus au score, sont passés devant et ont géré leur fin de match pour s'offrir une quatrième victoire de suite, Yaya. Ouais, tout à fait. Le score ne reflète pas la physionomie du match. Il y a eu un 4-0, 14-0 pour Jacksonville, dont un pick six et un drive successful. Derrière, Philadelphie, dès qu'ils ont enclenché la première, bah, c'était parti. C'est le rouleau compresseur qui est vraiment ce qu'on voit depuis le début de la saison. Pour moi, c'est tout sauf une surprise qu'il soit à ce niveau-là. Bon, ils roulent un petit peu pour l'instant, ils surfent sur leur momentum, tout est en place. Donc voilà, Alors, ils ont bien fait un très bon match, très complet, à part cette petite antenne de match où un pick six les prend à froid. Derrière, ils rendent le ballon et Jacksonville marque 14-0. Ils se sont même pas affolés. Ça roule quoi. tu disais, il roule, ça roule très bien, ça court surtout très bien du côté de Philadelphie. Oui, 210 yards à la course encore dimanche, 50 portées, oui, dont 134 yards et 2 touchdowns pour Sanders. Il oui. faut ajouter les 38 yards à la course et le touchdown de Hurts. On peut même ajouter celui de Gainwell en touchdown. Ça fait 4 touchdowns à la course. Oui, C'est un style de jeu qui en plus correspond parfaitement, on l'a vu encore avec des conditions climatiques très difficiles dans le match de dimanche. Ce jeu de course convient parfaitement à cette équipe de Philadelphie. oui, tout à fait. C'est une équipe qui est run first, avec un quarterback mobile. Et en plus, cette saison, on lui a rajouté une cible prioritaire, hein, AJ Brown, on va en parler. Et donc, du coup, ben, voilà, ça en fait une équipe très complète. C'est une équipe typique. Pour moi, on en reparlera de la NFC Est, c'est-à-dire grosse défense. Derrière, un jeu de course primordial dans le jeu pour permettre d'ouvrir après le cahier de jeu sur les receveurs. Donc, bon, c'est top. Tout va bien pour eux. Même en défense, ben, c'est l'antépénultième défense pardon, en termes de yards. Bon, ben voilà, tout roule. C'est tout roule exactement pour les Eagles. Alors, ils vont se frotter la semaine prochaine, on va projeter un petit peu. Ils vont se frotter la semaine prochaine aux Cardinals de l'Arizona. Alors, les Cardinals qui sont pas franchement impressionnants depuis le début de la saison, mais tout de même qui ont une force, c'est d'arrêter plutôt bien le jeu de course, puisque c'est la cinquième meilleure défense contre la course de la NFL en yards concédés, les Cardinals. Est-ce que justement, ces Cardinals peuvent poser problème ou est-ce que Jalen Hurts va trouver des solutions? Tu parlais d'A.J. Brown tout à l'heure, va pouvoir trouver des solutions dans le jeu un peu plus long, dans le jeu de passe, pour contrer cette défense à la course des Cardinals.
Alors effectivement, ça pourrait être un peu plus compliqué que les autres matchs. Ça va être un duel entre oiseaux, entre des Cardinals et des Aigles. Je pense que Philadelphie a les armes surtout pour arrêter, la défense a des armes pour arrêter l'attaque des Cardinals, surtout en l'absence de DeAndre Hopkins, qui pour moi est trop important dans le jeu pour ça. Kyler Murray ensuite aura beau se débattre, ça risque d'être compliqué. Concernant ta question sur le jeu de course, même si le jeu de course est un petit peu bloqué, pour moi, Philadelphie est largement supérieur. Alors je dis ça, et forcément, tu verras que se passera l'inverse, hein. C'est toujours comme ça, c'est le jeu. Mais c'est à Arizona. Pour moi, ils sont quand même légèrement favoris. Au moins un touchdown d'avance sur ce match, hein, pour moi. Et la suite du calendrier pour les Eagles, c'est donc les Cardinals la semaine prochaine. Ils reçoivent ensuite les Cowboys dans un duel de division qui s'annonce assez intéressant. Pas piqué En des plus, hannetons. ce sera en prime time en plus, ce match-là. Oui. Ensuite, ils ont leur semaine de repos, les Eagles. Et après, ils jouent les Steelers, les Texans, Washington et Indianapolis. Autant dire rien qui paraît insurmontable à cette heure-là. Oui, tout à fait. On pense fortement qu'il y aura une défaite, au moins, voire deux. Si c'est contre Dallas à domicile, c'est pas infamant. Pareil pour Arizona. Après, compte tenu du calendrier, jusqu'à Green Bay, qui est à la fin du mois de novembre, ça devrait aller. Ensuite, bah, il faudra faire attention aux équipes qu'ils vont rencontrer, même si ça va pas être non plus des foudres de guerre. Ils peuvent largement finir avec une seule défaite, voire deux maximum. En parlant de foudre de guerre, le calendrier proposé cette année à la NFC East est relativement simple. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est Oui. les spécialistes qui évaluent les forces de chaque équipe et qui font un calendrier, comment dirons-nous, calendrier un peu. Alors, on rappelle que par intervalle régulier, ils rencontrent une division, enfin deux divisions différentes. Ils rencontrent deux fois chaque adversaire de division, plus deux divisions, une de NFC, une de AFC. Voilà. Voilà, tout à fait. Et c'est donc ce calendrier qui est plutôt simple pour la NFC East. Oui. Est-ce que c'est une raison de voir aujourd'hui trois équipes de NFC East qui sont pour l'instant avec un bilan positif? Les Eagles à 4-0, les Giants à 3-1, les Bears à 3-1, non pas les Bears, qu'est-ce que je dis, Non, non, n'importe quoi. non, 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 les Les Giants. Cowboys à 3-1, les Cowboys à 3-1, Et c'est l'autre. Cowboys et Giants aussi à 3-1. Voilà. Et 1 et Et 3 pour les Commanders. les Commanders à 1-3, on reparlera peut-être tout à l'heure des équipes à 1-3. Oui. Les Giants, donc les Cowboys et les Eagles avec un bilan positif. On rappelle que cette NFC East, pendant quelques saisons, voilà, il y avait les Cowboys qui étaient plutôt bien, le reste était assez poussif. Euh, les Giants gagnent encore, les Cowboys sans Dak Prescott, on le rappelle, gagnent toujours. Est-ce que ces deux équipes-là t'impressionnent depuis le début de saison? Est-ce que tu les attendais à 3-1 au bout de 4 matchs? Absolument pas. Alors, les Cowboys, oui, parce qu'on savait que le duel était entre les Cowboys et les Eagles pour la division. C'était les previews. Bon, Dak Prescott se blesse au premier match. On pensait que c'était fini. Cooper Rush arrive et on se rend compte que c'est surtout la grosse défense de Dallas qui les maintient. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. On prend du côté de Dallas, on engrange les victoires parce que aujourd'hui leur identité est surtout sur la défense, bizarrement connaissant l'historique de la franchise. Ensuite, côté Giants, c'est complètement différent. C'est une équipe qui est complètement en reconstruction. On refait tout du sol au plafond. Nouveau management avec un nouveau GM, un nouveau coach, des nouveaux coordinateurs, que ce soit offensifs, défensifs. Et on essaie de voir, on fait le tour des équipes, enfin de l'équipe et voir qu'est-ce qu'on garde pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on envoie à l'extérieur.
euh, les Giants reviennent à une identité qui est la défense fait gagner et après du jeu de course avec Saquon Barkley. Saquon Barkley qui est aujourd'hui le running back qui pour l'instant a le plus de yards. Donc c'est plutôt encourageant. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a besoin de progresser et on prend les victoires comme elles viennent. Mais s'il venait à craquer, ce serait pas guère surprenant. Et pourtant, je suis fan des Giants. Je souhaite qu'ils gagnent, mais il faut savoir raison garder. Voilà. Dès ce week-end d'ailleurs à Londres, ça va être un peu compliqué. On va en reparler après. J'allais y venir. Les deux prochains matchs des Giants, c'est contre les Packers. Donc, pour un London Games dans le stade de Tottenham, ce sera dimanche dans l'après-midi. Oui. Et le match suivant, les Giants vont recevoir les Ravens de Baltimore. Donc, deux matchs qui ne seront pas évidents. Du côté des Cowboys, ce sera pas simple non plus puisqu'ils vont chez les Rams dimanche et qu'ils vont ensuite chez les Eagles de Philadelphie dans le fameux duel de division. Donc Oui. ça fait deux matchs pour les Giants comme pour les Cowboys qui pourraient être difficiles. Surtout que pour les Giants, on va en dire un mot très rapidement, il y a un petit souci de quarterback. Oui, Tyrod Taylor, le backup qui sort pour un protocole commotion, et Daniel Jones qui s'est fait une cheville. Donc, sachant que c'est un quarterback qui mise beaucoup sur la mobilité, qui court beaucoup, ça risque d'être un peu compliqué. Et surtout, vu la ligne offensive euh, poreuse comme elle est, avoir des chevilles en bon état, c'est quand même mieux. Donc, bon, on va voir. On va voir. Apparemment, les premières nouvelles seraient rassurantes pour Daniel Jones, mais sa participation au match de dimanche est encore incertaine. Oui. Donc on en reparlera plus dans la semaine quand on aura davantage Bien entendu, d'informations. bien entendu, Euh, mais bon, on connaît les médecins NFL, de quoi ils sont capables, hein. Ils sont capables de remettre quelqu'un d'une commotion cérébrale et le mettre sur le terrain en 2 jours. oui. Donc, Voilà. pas de polémique, pas Ouais. de polémique. Non, point de polémique. On passe à une autre division qui, elle, est encore plus serrée, puisqu'il n'y a aucune équipe qui est détachée. Ils sont tous à 2-2, et ça a été rendu possible par le match de cette nuit entre les 49ers et les Rams, avec la victoire des 49ers sur les Rams. Du coup, tout le monde dans cette division est à 2 victoires, 2 défaites. On a en NFC West les 49ers, les Cardinals, les Seahawks et les Rams à 2-2. Un petit mot déjà sur ce match de cette nuit. Est-ce que tu t'attendais? Alors la réponse est non puisqu'on a fait la preview tous les deux hier. Oui. Est-ce qu'on s'attendait à voir les 49ers à ce point, alors dominer, je sais pas parce que le score reflète pas forcément toute la physionomie non plus, mais encore une fois, ils se sont appuyés sur une grosse défense, les 49ers. Ils Oui. ont fait ce qu'ils savaient faire contre les Rams et ça a une nouvelle fois payé. Oui, tout à fait. Je pense la défense des 49ers a complètement mangé l'attaque des Rams qui n'ont pas eu le rendement escompté. Et puis, on avait parlé de d'Ibo Samuel qui marquerait et il a marqué. Un très Voilà. joli touchdown d'ailleurs de Oui, 57 yards. oui, Très très beau, très très beau totalement. touchdown. Et bon, après, que les Rams soient pas au point tout de suite au bout de 4 journées, c'est guère surprenant. C'est une équipe qui est sûre de ses forces, qui teste des nouvelles choses, à mon avis, et qui après ira en playoff et sera toujours difficile. Il y avait un coach NBA qui disait ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion. Rudy Tomjanovic en 95. Donc Ouais. ils seront là. Et voilà. Et puis, alors même si j'ai oublié d'en parler quand on a parlé des Giants, Odell Beckham Jr. a rendu visite aux Giants pour essayer de signer en quelque part. S'il signe pas aux Giants et qu'il signe plutôt chez les Rams, ce serait guère surprenant. Oui, non, c'est clairement, Sean McVay l'avait dit hein, qu'il attendait même le retour en santé d'Odell Beckham Jr. et qu'il y aurait toujours une place pour lui du côté de Los Angeles. Donc
il y a des chances aussi qu'il finisse sa saison là-bas. On va parler juste en 2 petites minutes des Cardinals de l'Arizona. On a beaucoup dit, alors l'an dernier ils avaient très bien démarré et on a beaucoup dit que cette saison c'était plus poussif, mais mine de rien, ils sont allés gagner sur le terrain des Panthers de la Caroline. Et ben ils se retrouvent eux aussi à deux partout sans être forcément flamboyants. Oui, tout à fait. Arizona, c'est extrêmement compliqué à suivre. On sait qu'il y a il y a des problèmes quarterback coach. DeAndre Hopkins est absent. Dans la semaine, on a appris comment il s'appelle? JJ Watt, pardon, avait eu un problème cardiaque et qu'il avait il avait droit à un coup de défibrillateur et qu'il était sur le terrain le dimanche. Ça inspire pas forcément la grande confiance. Je pense que c'est une équipe qui se cherche une vraie identité. Donc c'est compliqué, donc ça veut dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, et quand il y a plus de hauts qu'il y a de bas sur un match, bah, c'est mieux. Et ensuite, voilà, et il faut pas trop s'en remettre à son quarterback magique. Dernière équipe dans cette NFC West, les Seahawks de Seattle, qui avaient connu un petit désagrément la semaine précédente en perdant contre les Falcons à domicile, et qui sont ressaisis dans un match complètement fou contre les Lions de Détroit, un match sans défense, 48-45 pour les Seahawks qui ont mené quasiment pendant tout le match. Oui. Geno Smith rend une très belle copie, 320 yards à la passe, 2 touchdowns, aucune interception, aucun sac concédé. Penny à la course, 151 yards et 2 touchdowns. Et à la réception, DK Metcalf, 149 yards, Tyler Lockett à 91 yards. Bref, tout le monde s'est régalé dans cette rencontre. Oui, c'est exactement ça. C'était un shoot 'em up. Ça a tiré dans tous les sens. Ils prennent les matchs qu'ils doivent prendre, les Seahawks. Euh, Peu de personnes les auraient mis à 2-2. Ils auraient, comme tu l'as dit, ils auraient pu même être à 3-1 et être en tête de la division. Bon, Pete Carroll reste un coach respectable qui sait faire gagner ses équipes malgré ses carences. Donc, bon, euh, un peu comme ce que j'ai dit pour les Giants, on prend les victoires qu'on doit prendre et au final, je suis pas sûr que ça aille très loin, mais on prend les matchs et on donne de l'expérience en attendant le nouveau quarterback. Dernière équipe dont on va parler dans cette NFC, dans ce petit point sur la NFC après 4 semaines, les Packers de Green Bay. Les Packers où on se disait avant le match, sans vouloir porter offense aux Patriots et à Hoyer qui allait remplacer Matt Jones, on se disait que normalement au Lambeau Field, ça devrait plutôt bien se passer. Et pourtant, les Packers ont eu toutes les peines du monde à se défaire des Patriots. Ils ont dû attendre la prolongation et la toute fin de la prolongation pour enfin prendre un avantage définitif et s'imposer 27-24. Les Packers, ça reste poussif, mais, il faut le noter, ils sont à 3-1, et même en étant poussif, eh ben ça gagne. Ouais, totalement. Je pense qu'ils ont le syndrome de l'équipe qui se met à la hauteur de son adversaire, c'est-à-dire que face à des adversaires qui jouent moyennement, ils vont jouer moyennement et après ils vont élever leur niveau de jeu en fonction de l'adversaire. Est-ce que ça, il y a un vrai problème de cible, même si Lazare récupère quand même 116 yards sur ce match. Euh, voilà, je pense que Aaron Rodgers n'a pas fini de râler. Donc, Alors Aaron Rodgers qui a dit que gagner de cette manière, ça allait pas pouvoir se faire toute la saison. En gros, c'était pas soutenable. Après, bon, on sait que Davante Adams est parti du côté des Riders et on le remplace pas comme ça. C'est quand même un top receveur de la ligue, donc ça se remplace pas en deux coups de main. Euh, mais est-ce que avec la progression des rookies, je pense à Dobbs, notamment, je pense à Watson aussi, est-ce que
avec ces jeunes qui vont progresser, plus Allen Lazard, plus Cobb, et dans le jeu de course, Aaron Jones et A.J. Dillon, est-ce qu'on n'a pas une équipe qui finalement pourrait être offensivement relativement homogène, sans une superstar dans son équipe, si ce n'est Aaron Rodgers, hein, bien sûr, mais Oui. dans le corps de receveurs sans une superstar comme il y avait avec Davante Adams, mais plus homogène qu'avant. Et au final, bah, encore une fois, les Packers sont loin de jouer leur meilleur football, mais quand même sont à 3-1. Est-ce que bah, c'est pas inquiétant pour le reste de la NFC? Parce qu'on se dit, le jour où tout va bien marcher chez les Packers, déjà là, ils arrivent à gagner. Alors quand tout va bien fonctionner, va falloir quand même les arrêter. Oui, totalement. Mais tous les ans, les Packers font un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on commence doucement, on met en place petit à petit le jeu. Je pense que cette année, surtout, c'est une équipe de défense prioritaire. C'est-à-dire que on défend, il y a un quarterback qui fera briller dans tous les cas, et il y a un jeu de course. Bon, ben voilà, hein, c'est un peu tout ce qui se passe en dehors de l'Ouest. C'est un peu tout ce qui se passe du côté nord et est de la NFC. Donc c'est de la défense. Plus elle est agressive, mieux c'est. Un jeu de course et derrière, en plus, un quarterback qui peut faire deux trois actions et faire briller ses receveurs. Donc un receveur qui sort du lot sur chaque match. Et puis c'est déjà pas mal. On passe à l'AFC, Oui. l'autre conférence avec un match qui était très attendu ce dimanche, c'est le duel entre Josh Allen et Lamar Jackson, entre les Baltimore Ravens et les Bills de Buffalo. Des Bills qui restaient sur une défaite contre les Dolphins, des Ravens qui restaient sur une performance, eux, exceptionnelle de Lamar Jackson sur les 2 dernières semaines, et des Ravens qui ont parfaitement commencé leur match, une interception au bout de 3 jeux. Ensuite, ils ont déroulé pendant presque toute la première mi-temps, ils menaient 20-3. Oui, mais voilà, ils menaient 20-3, sauf que, une nouvelle fois, comme contre Miami il y a 2 semaines, ils ont été remontés, ils ont été dépassés. Ça fait déjà 2 comebacks en 4 semaines contre les Ravens. Est-ce qu'il y a un problème mental pour garder le score du côté de Baltimore? C'est à se demander, et est-ce que notre ami Arbo a toujours la main sur son effectif? Je sais pas. On a vu l'altercation en fin de match entre lui et un de ses joueurs, Peters de mémoire. Euh, ouais, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Ils perdent deux matchs à domicile en plus. Quand on connaît l'importance de l'avantage du terrain en NFL, ouais, ça fait un petit peu peur. Alors, bon, on va être clair, hein, vu la division, c'est pas grave, parce que tout le monde, enfin, euh, trois équipes sont à 2-2 et une équipe est à 1-3. Bon, on va voir. Moi, ce qui m'embête, c'est surtout que Lamar Jackson fait que 141 yards sur ce match, quoi. Bon, Ouais. alors, en face, on est d'accord, hein, c'est une top défense. Si ce n'est la meilleure défense de la ligue. Bon, ils ont pris un pick six d'entrée, t'enlèves le pick six, il y a quand même 13 points marqués, 13-23. Bah, on est à peu près dans l'écart entre les deux équipes. Sur l'impression visuelle, c'était ça, parce que en deuxième mi-temps, à partir du moment où Josh Allen a pris les choses en main, ah ouais, c'était plus la même, quoi. Ah bah, on a clairement un exemple parfait de ce qu'on appelle le momentum dans les sports US. Oui. C'est que là, il y a eu un inversement de momentum juste avant la mi-temps quand les Bills reviennent à 20-10. Et après, on avait l'impression que quoi qu'il se passe sur le terrain, de toute façon, ça allait tourner en faveur des Bills, quoi. Ah, mais dès que ça n'allait pas, dès qu'il y avait des first down un peu chauds à prendre, il s'est mis à courir, il y allait, et il faisait avancer les chaînes. Et quand il a fallu quand il a fallu aller marquer un touchdown, il a été le marqué, quoi. Donc, bon, le dernier drive, honnêtement, s'ils gagnent de 3 points, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Ils ont, Oui, oui. ils auraient voulu marquer un touchdown, ils le marquaient, ils les ont, mais enfin, l'impression de puissance sur ce match,
Ouais, c'était impressionnant. Alors, Ils sont, oui, pour moi, ce qui est vrai, en revanche, ce qui est inquiétant pour moi, côté Baltimore, c'est la défense qui était l'identité et du coup qui pour moi me fait un petit peu peur quand même. Donc on voit bien et le travail que faisait Martindale, qui est parti dans la plus grande franchise de l'histoire, mais les Giants, mais voilà, et pour obligé en de le revenir à placer. ce que tu disais, qui est totalement exact, si on reprend le déroulé du dernier drive, ils sont sur la ligne des 11 yards de Baltimore, il reste encore 2 minutes à jouer, et ils sont même sur la ligne des 1 yard de Baltimore, alors qu'il reste un peu plus d'une minute. Donc clairement, ils ont attendu le field goal, ils auraient pu aller marquer un touchdown, ils auraient pu essayer de le faire, et ils n'ont pas essayé de le faire. Ils ont préféré assurer avec un field goal. Et on en revient du coup à la question, la fameuse question de la décision de Harbaugh. On replace le contexte, il reste 4 minutes 15, les Ravens sont en quatrième et goal sur la ligne des 2 yards de Buffalo, et là, Harbaugh ne prend pas le field goal, mais demande à Lamar Jackson de lancer une passe qui va être interceptée. Est-ce que la décision était la bonne? Pour moi, oui. Pour moi, oui, clairement. On l'a vu de toute façon. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu marques à 3 points, mais tu rends la balle aux Bills. Allez, à part si tu fais exprès que le coup de pied soit pas dans la end zone, qu'il n'y ait pas de touchback sur les 25. Comme on l'a vu comment Buffalo avançait sur la deuxième mi-temps, ils allaient marquer un touchdown. Donc, il fallait Oui, marquer. on rappelle qu'il y avait plus de 4 minutes à jouer encore, hein, à ce moment-là, donc ils avaient largement le temps, hein. Oui, donc il a voulu gagner le match. On va pas s'en plaindre. Après, est-ce que c'est le bon choix, le bon appel de jeu? Je ne sais pas. Mais le choix de prendre une quatrième tentative plutôt que de prendre les 3 points, pour moi, c'est presque logique. Et on peut saluer une nouvelle fois la défense de Buffalo, qui a tenu en goal line pendant 3 jeux, puisque en deuxième et goal, les Ravens étaient à 1 yard de la ligne, donc ils ont tenu 3 jeux tout près de leur ligne d'en but, et ils n'ont pas cédé. Et donc ils ont fait un peu le coup que Miami leur a fait la semaine dernière en résistant en goal line aussi. Oui, C'était un peu le coup inverse, donc bravo à la défense de Buffalo là-dessus. oui. Et puis, ben, on verra la suite de la saison pour les Ravens de Baltimore. On parle quelques instants des Chiefs de Kansas City, les Chiefs qui restaient sur sur une défaite contre les Colts la semaine dernière, une défaite qui avait un petit peu surpris. Bon, on sait que de toute façon, souvent les équipes en NFL vont lâcher un match par-ci, un match par-là, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Et en parlant de meilleur, Patrick Mahomes a brillé dans le Sunday Night Football contre Tom Brady. 23 sur 37, 249 yards, 3 touchdowns, une interception, mais surtout un touchdown magnifique en direction de Clyde Edwards-Helaire. Oui, bah, comme tu l'as dit, hein, la semaine dernière, c'était vraiment l'accident de parcours. Là, c'était un match où il fallait faire un statement. On est en prime time aux États-Unis. C'est le match du dimanche soir chez eux. Il fallait montrer et ils l'ont montré. Donc, bah, ils ont fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont mis une grosse pression d'entrée, ils ont marqué des points tout de suite. À la fin du premier quart-temps, ils étaient à 14-3, puis derrière, ils ont contrôlé. Donc voilà, la force tranquille. Les Chiefs, c'est la force tranquille. 3-1, ils prennent la tête de leur division. Voilà, ça va rouler. C'est les matchs qu'ils doivent gagner. Les Bucks ne sont pas au top en ce début de saison. C'est normal avec leur quarterback vétéran qui gère tranquillement pour être arrivé pleine balle pour la fin de saison. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis, bah, voilà, Patrick Mahomes, il joue avec son gars sûr Travis Kelce quand il faut. Et puis, let's go, quoi.
Les Chiefs de Kansas City qui ont un calendrier intéressant parce qu'ils jouent la semaine prochaine contre les Riders à Arrowhead. Je crois que c'est dans la nuit de... Ça doit être le Monday Night Football. Oui, Et ensuite, ils sont donc du coup en short week. Euh, et ils vont jouer à la suite contre Buffalo et contre les 49ers, donc contre deux très grosses défenses qui vont être l'une à la suite de l'autre contre les Chiefs. Donc ça va être intéressant de voir les Chiefs sur ces 3 prochaines semaines entre oui. un duel de division et deux grosses défenses qui se présentent à eux. Oui, surtout que bah, Buffalo a une revanche à prendre après peut-être le plus beau match de l'histoire l'année dernière. Oh oui. Donc du coup, voilà, ils ont bien fait de les prendre. Après, Vegas, face à Vegas, ça devrait passer à domicile. Même si pour moi, Vegas peut se réveiller et il serait bien inspiré de gagner quand même contre Las Vegas pour prendre un peu d'avance. Effectivement, vu le calendrier. Après, par rapport à San Francisco, pour moi, ça ira, sauf si ils récupèrent leur blessé du côté de San Francisco, parce que je suis pas sûr que même avec cette excellente défense, ils arrivent suffisamment à limiter l'attaque d'Andy Reid. Cette semaine en AFC, on a eu un petit événement puisque deux quarterbacks ont fait leur début. Oui, Il y en a un qui est... Les deux, non d'ailleurs, les deux n'étaient pas prévus au programme. J'allais dire, il y en a un qui n'était pas prévu, non en fait les deux ne l'étaient pas. non, Il y en a un c'est sur blessure, l'autre c'est sur choix. oui, On va commencer avec les Patriots et avec notre ami Zappi, oui, qui a donc réalisé son premier match au Lambeau Field contre les Packers, autant dire qu'il est entré en matière plus facile dans la vie que celui-là. oui. Mais il a réussi un match correct, hein, 10 sur 15 à la passe, 99 yards, un touchdown, aucune interception. Et surtout, il a emmené son équipe jusqu'aux prolongations contre les Packers, qui n'est quand même pas vilain pour une première. Tout à fait. Bah, notre ami Zappi a fait le taf, a fait ce qu'on lui demandait. Alors, bon, faut dire il est quand même bien avantagé avec Bill Belichick qui mange le cerveau de ses adversaires, enfin, des coachs adverses. Il Et était nerveux, hein. Il était nerveux, Bill Belichick, oui, ce oui, dimanche, hein. On l'a vu assez énervé. oui. Bah, déjà, c'est le coach qui met pas de coordinateur offensif ni défensif, donc voilà, il fait à peu près tout. Bon, voilà. Bon, Zapier rentre sur le terrain suite à la blessure de Hoyer. Bon, ça peut être qu'une bonne surprise. Ils peuvent avoir que mieux en attendant le retour de Mac Jones. Euh, L'avantage, c'est qu'il avait rien à perdre par rapport à l'autre quarterback dont on va parler, qui avait un peu plus oui, de pression parce qu'il jouait à domicile, etc. Là, il était loin de son stade. Tout le monde, de toute façon, les voyait déjà perdants avant le match, compte tenu du fait que Hoyer prenait le départ pour les Patriots et que les Packers restent quand même sur 15 victoires de suite à domicile en saison régulière. Donc personne ne voyait spécialement les Patriots s'imposer du côté du Lambeau Field, donc ça lui a peut-être aussi enlevé un petit peu de pression. oui, 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 oui. Mais après, un match NFL, ça reste un match NFL, quoi. Ah, Donc bien sûr, voilà. bien sûr. On parle de l'autre qui a fait son apparition sur le terrain à la grande joie des supporters des Steelers de Pittsburgh, c'est bien sûr Pickett. Alors le déroulement, d'après ce qui nous a été relaté, Trubisky a donc fait la première mi-temps, 7 sur 13 pour Trubisky, 84 yards, une interception, aucun touchdown. Visiblement, à la mi-temps, Mike Tomlin aurait regardé Pickett et lui aurait dit numéro 8, c'est toi qui joues, Mm. sans autre explication. Ça n'est pas allé plus loin envers Mitch Trubisky, qui s'est donc retrouvé benché. Et au début du troisième quart-temps, le public a eu la bonne surprise de voir Pickett prendre la place de Mitch Trubisky. Le match de Pickett, il est difficile à analyser parce que c'est le premier quarterback de l'histoire de la NFL qui marque 2 touchdowns à la course pour son premier match dans la ligue. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Il rend une carte de 10 sur 13 en passe complétée, ce qui n'est pas vilain non plus. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune balle qui a touché le sol avec lui. On a eu 10 sur 13, il en a mis 10 vers Pittsburgh et 3 vers les Jets de New York. Oui. Voilà.
T'as tout résumé. Sa première passe était direct une interception. Bon, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir benché Trubisky? C'est le sens de l'histoire. Il était là pour ça, parce que le but c'était, il fait les premiers matchs. Alors, la semaine dernière, dans le podcast, il était question de dire non, Pickett ne sera pas sur le terrain parce que derrière, ça va être trop compliqué. Bon, Mike Tomlin en a eu ras-le-bol. Il a dit, bon allez, hein, t'y vas parce que là, j'en peux plus. La défense a fait tout ce qu'elle pouvait. Encore une fois, Micah Fitzpatrick a permis de maintenir à flot. Ils auraient dû gagner ce match, clairement. Oui. Oui, parce que Pittsburgh. pendant longtemps, on a cru que la première de Pickett allait être parfaitement réussie. Il y avait, même Mm. avec cette première interception tout de suite, il était Oui. quand même sur 2 touchdowns marqués. Les Steelers menaient à la maison 20-10 contre les Jets. Ça semblait vraiment, vraiment bien se passer pour sa première. Et puis il y a eu surtout une des 2 interceptions, parce que dans les 3 interceptions, il y a la toute dernière qui est sur une passe désespérée de Oui. 50 yards pour essayer de gagner le match. Bon, celle-là, à la rigueur, on va pas lui en tenir rigueur Et parce la, que ça pro- tombe dans la end zone. Bon, et la première aussi, la toute première, bon, voilà. on lui demande d'allonger, voilà, avec le stress et tout. Bon, ça peut se comprendre. Pour Mais moi, la deuxième interception, oui. pour le coup, fait basculer le match et fait basculer le momentum en faveur des Jets, quoi. Et c'est là où on va voir où, si c'est un vrai quarterback de NFL ou pas. Est-ce qu'il va s'en remettre et le prochain match parce qu'il a été conforté à la place au poste de titulaire. Tout à fait. Donc Il a été aujourd'hui conforté comme quarterback numéro un par les Steelers, donc c'est lui qui prendra le départ. Et alors bonjour Monsieur Pickett pour les prochains matchs, parce que le calendrier des Steelers, c'est déplacement à Buffalo, réception de Tampa Bay, déplacement à Miami, déplacement à Philadelphie, réception de New Orleans et réception de Cincinnati. Eh ben bonjour. voilà. Alors, Voilà. il y a une chose, il y a une stat que j'avais sortie pendant le Red Zone. 0 victoire, 6 défaites, donc 0 victoire, 7 défaites quand TJ Watt n'est pas là. Oui, voilà. Et là, on va avoir, enfin, voilà, il va se heurter, en plus de se heurter à des équipes qui sont plutôt bonnes, hein, et qui Mm. sont voire même excellentes, les Bills, les Buccaneers, les Dolphins, il va se heurter à des grosses défenses, parce que quand tu prends les Oui, Bills, les Buccaneers, les Eagles et même les Saints, c'est quand même pas des défenses que t'aimes te farcir tous les week-ends. oui, 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 totalement, totalement. Bon après, Donc, bon, je vais pas dire advienne que pourra, il va peut-être gagner 3 matchs, hein, on n'en sait rien, hein, on n'est pas, voilà, 3, 4, on n'en sait rien, hein. ce serait assez cocasse ma foi, mais j'aimerais bien, mais je ne pense pas. Mais tout est possible, la NFL nous a Oui, tellement réservé de surprises c'est que ça. faut Mais on est plus. je t'avoue que je vais regarder, puisque j'ai toujours un œil sympathique sur les Steelers, qui sont une franchise mythique, de mémoire, partage le plus de victoires au Super Bowl. On passe aux Riders, les Riders de Las Vegas qui ont enfin gagné. Ils ont ouvert leur compteur, ça y est, c'est fait, c'était contre les Broncos. Une victoire donc pour les Riders, notamment avec l'apport de leur running back qui a réalisé un très bon match. Josh Les Jacobs. Riders ont enfin débloqué leur compteur. Oui, en fait, ce qui était incohérent, c'est qu'il ne l'ait pas ouvert plus tôt. Alors, oui, ils sont dans une division très compliquée. Ils ont perdu un premier match de division contre les Chargers. Pas de temps que ça. Ils perdent contre les Cardinals, pareil. Pas de temps, pas en prolongation. Et après, ils jouent Nashville, enfin Tennessee, qui gagne son premier match. Bon, ils n'ont pas pris de blowout. Ils ont un nouveau système à apprendre avec un nouveau coaching staff. Bon, j'ai envie de dire que bon, c'est pas. Pour moi, c'est un peu incohérent qu'ils soient. C'est vraiment le coup de pas de bol d'être à 1 et 3. Je pense qu'ils méritaient mieux. Après, ils sont très dépendants de la connexion Derek Carr, Adams. Hunter Renfro n'est toujours pas revenu de sa commotion. Quand Hunter Renfro
comment il va revenir ça va tout donner. Ils ont une attaque qui est très cohérente. La défense, bon, ça prend un peu plus, c'est un peu moins cohérent, mais ça va revenir. Ça va revenir. Donc, je trouve que c'était pas forcément si loin que ça du compte. Parmi ces équipes, donc à 1-3, on s'est posé une question et je vais te la poser. Est-ce qu'il y a une de ces équipes qui a encore, alors des chances de se qualifier, elles les ont toutes, parce que la saison peut toujours basculer, mais est-ce que tu vois une des équipes à 1-3, on va inclure les Colts qui sont à une victoire, deux défaites et un match nul, donc on va dire parmi les équipes qui n'ont qu'une victoire en quatre matchs, est-ce qu'il y en a une que tu vois pouvoir se qualifier? On rappelle que dans ce tas-là, il y a les Colts, les Riders, les Steelers, les Patriots en AFC. Et en NFC, il y a les Lions, les Panthers, les Saints et les Commanders. Par impression visuelle, je dirais que les Raiders, oui, peuvent, parce que je pense qu'ils ont l'effectif pour. Les Colts, de par leur division et comment ça va se passer, en fait, ça va dépendre. Eux, les Colts, ça va dépendre d'une chose, c'est est-ce que les Jags vont s'écrouler ou pas. Si les Jags s'écroulent, oui, ils ont peut-être une chance, ils gagneront des matchs avec leur division, ils gagneront des matchs. Surtout que, je te coupe, les Colts ont un calendrier qui est pas, entre guillemets, imprenable. Bon, ils vont avoir un match difficile du côté de Denver parce que c'est jamais simple de gagner là-bas. Oui. Ensuite, ils jouent Jacksonville, Tennessee, donc des adversaires de division, Washington, les Patriots, les Riders, les Steelers. Donc ça reste, voilà, il, y a- Mais il doit y avoir des victoires qui vont pouvoir se prendre là-dedans, quoi. voilà. Ensuite, plus tard, les Texans, les Giants. Bon, il y a aussi les Eagles, il y a aussi les Vikings et tout, mais ils croisent avec l'AFC West et ils ont déjà joué les Chiefs avec réussite en plus. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je pense que Colts et Raiders côté AFC. Et si je dois en sortir une, c'est un petit peu, et j'en parlerai, et je vais spoiler un petit peu, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est Détroit. Détroit qui fait du Détroit, hein, mais qui envoie tellement de jeux que on a envie que ça passe à un moment ou à un autre. Donc voilà, ce serait bien que. Bah, il- Du il- coup, du coup, profites-en, fais ton coup de cœur de la semaine sur les Lions. Eh ben pour moi, c'est vraiment ça. C'est une équipe qu'on n'attendait pas aussi fun à voir jouer. Alors, c'est les portes du saloon en défense, hein, mais en attaque, c'est fun à voir jouer. Là, ils n'avaient pas leurs deux meilleurs joueurs, leurs deux meilleurs producteurs, et du coup, ils ont quand même réussi à marquer un wagon de garde, un wagon de points. Donc c'était plutôt fun, plutôt fun. Donc pour moi, c'est eux mon coup de cœur de la semaine. J'espère ne pas leur porter le bousin parce que la semaine dernière, j'avais dit que c'était les Jags. Et là pour moi, c'est les Lions. Donc, Et une remarque particulière sur la performance de TJ Hawkinson, qui a réussi qui m'a fait perdre en fantasy, qui m'a mais, défoncé en mais qui, fantasy. qui- qui a réussi une très très belle performance et qui s'est emparé du record de yards pour un tight end dans un match des Lions de Détroit. Donc un petit bravo à TJ Hawkinson. Alors moi, mon coup de cœur de la semaine dernière, c'était les Falcons et tu vois, ils ont réussi cette semaine, hein. Oui. Donc en coup de cœur, moi je vais mettre les Saints forcément. Non, non, mais blague mise à part, ce sera quand même pour le match à Londres qui a été particulièrement sympathique. On n'a pas toujours eu des bons matchs à Londres, hein. Oui. On va pas se cacher, on a eu quelques purges. Et là, on a eu un vrai match comme souvent, entre les Vikings et les Saints. C'est souvent des matchs à suspense, des matchs spectaculaires dont on se souvient. Et ben celui-là, on s'en souviendra avec ce coup de pied. Mon coup de gueule, ce sera contre le poteau, qui était visiblement mal réglé, ça c'est une certitude. Will Lutz qui a envoyé quand même, et il faut le saluer, un coup de pied de 60 yards et qui en a raté un de 61. Et qui l'a raté, vous avez sans doute tous vu l'image sur ce double poteau, le poteau droit puis la barre transversale, et ça retombe du mauvais côté.
Ouais, Ça se joue à pas grand-chose, hein, parfois un match NFL, à un petit ouais, quelques centimètres qui font basculer d'un côté ou de l'autre. ouais, Bah, c'est comme ça. Il n'en ouais, reste pas moins que le match fut extrêmement sympathique, une très bonne performance de Justin Jefferson notamment, un Andy Dalton qui a fait une performance en relève de Jimmy Swinson qui est plutôt intéressante, un Chris Olave qui confirme tout le bien qu'on pense de lui du côté de l'organisation des Saints. Bref, une belle après-midi de football à Londres, espérons que ce soit aussi bien ce dimanche entre les Giants et les Packers. oui. Mais alors, l'histoire du poteau, tu sais pourquoi, hein, c'est parce que là-bas, ils conduisent du mauvais côté, on n'a pas l'habitude. Ça C'est doit être ça. ça. Will Lutz qui a quand même déclaré: Je pensais qu'elle allait dedans. Oui, bah nous aussi, Will, sache-le. Nous aussi, on y a cru. Il n'y a pas que toi qui y a cru, moi aussi j'y ai cru. Mais non, elle n'est pas passée du bon côté. Et toi, mon Yaya, ton coup de gueule? Alors, mon coup de gueule, moi, ça va être contre la NFL, une fois n'est pas coutume. Je trouve que les affiches des Monday Night Football manquent un peu de relief. Alors cette semaine c'était un peu mieux, mais les semaines précédentes c'était pas l'éclate. D'accord. Voilà. Donc contre la programmation de la NFL. Ouais, totalement. Et bon, Bah, le truc, c'est qu'en plus, c'est fait plusieurs semaines à l'avance, sauf pour les dernières semaines qui sont généralement remodifiées. Mais sinon, c'est vrai qu'on a plusieurs semaines à l'avance et des fois, ça nous donne des matchs très décevants. Je pense au Sunday Night Football, notamment entre les Broncos et les ouais. 49ers, qui a pas été. Ah On bon, va dire que entre le Sunday Night Football de la semaine 3 entre les Broncos et les Niners, et celui de la semaine 4 entre les Chiefs et les Buccaneers, fallait se mouiller la nuque pour pas avoir un choc thermique, quoi. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc les Sunday night et les Monday night, bon, voilà, faudrait un petit peu plus de fun, un petit peu plus de fun. Voilà. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Yaya, ces trois quarts d'heure, presque 50 minutes passées ensemble à débriefer cette week 4. On Avec se retrouve plaisir. bien évidemment pour la cinquième semaine, dès ce jeudi, pour un match entre, je crois que c'est les Colts et les Broncos qui ouvrent la semaine Exactement. de compétition. Ce sera donc jeudi et on fera la preview à 20h45, comme d'habitude, en live sur Tailgate. Merci beaucoup, Yaya, et très bonne Merci. semaine à tous. Merci. Ciao les agents libres.